Bonsoir à nouveau à tout le monde. Je me présente, je suis Laurie Deboeuf, je suis la rédactrice en chef du média indépendant et écolo qui s'appelle La Relève et la Peste. Et on s'intéresse beaucoup aux risques systémiques de nos sociétés et comment réorganiser nos modes de production et de consommation pour construire des systèmes qui soient vertueux et respectueux des cycles biologiques, des écosystèmes et des humains. Et dans la crise climatique en cours, il faut savoir qu'il y a plusieurs notions. On parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Je vais me permettre de commencer par un petit point technique sur un aspect qui est moins connu mais qui est tout aussi important, qui est la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc ce qu'on appelle le taux de parties par million, ppm. Tout récemment, on a dépassé, on a atteint un nouveau record qui est enregistré à Hawaï, à Mauna Loa, qui était de 415 parties par million dans l'atmosphère. Je suis née en 1988. À l'époque, il y avait 380 parties par million de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et tous les scientifiques s'accordent à dire que quand on dépassera 480 concentration de CO2 de parties par million de l'atmosphère, on va entraîner des bascules, un seuil de bascule. On atteint un seuil de bascule et on ne connaît pas encore les conséquences précises de tout ça, si ce n'est beaucoup de difficultés. Ah, merci. Et donc, quel est le rôle de l'agriculture au milieu de tout ça? Eh bien, l'agriculture industrielle, elle est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui veut dire qu'elle accentue considérablement la crise climatique. 45% de ces émissions de gaz à effet de serre sont émises par les ruminants, 40% par l'utilisation d'engrais azotés et 15% en consommation d'énergie. Donc, tout ce qui est fuel, gaz, électricité. Et selon la FAO, donc l'organisme des Nations Unies qui s'occupe des systèmes agricoles et alimentaires et de les étudier, si rien n'est fait pour inverser la tendance d'ici 2050, ces émissions pourraient encore augmenter de 30%. Donc quand je vous parlais de la concentration de CO2, c'était important. Pourquoi? Parce qu'en 2020, avec le confinement, si les émissions ont bien baissé, la concentration de CO2, elle a continué d'augmenter. Donc en fait, on a quand même un phénomène qui s'appelle l'inertie climatique, qui est important, qui est pas très bien compris par le grand public, mais qui fait que les efforts qu'on fait maintenant, ils sont aussi importants parce que ce qui a été pas bien fait avant nous ne s'arrête pas parce qu'on arrête là maintenant les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est important à savoir. Et la France, au milieu de tout ça, elle a une importance, une place particulière, un rôle à jouer parce qu'au sein de l'Union européenne, c'est le premier pays agricole, donc c'est le premier producteur, le premier pays exportateur et importateur de denrées agricoles. Et c'est de notre responsabilité en tant que puissance économique d'orienter les politiques publiques, d'organiser nos modèles de production et d'alimentation vers des systèmes agricoles et alimentaires qui soient plus résilients. Et alors, pour commencer cette table ronde, je vais laisser la parole à Camille Etienne, qui est activiste écologiste, qui est la fondatrice du Graines de Possible et qui s'est intéressée, elle aussi, à ces sujets-là à travers différentes actions qu'elle a pu mener ces derniers temps. Donc Camille, tu peux y aller. Est-ce que vous m'entendez? Oui, si tu veux, ça va marcher, t'as rien à toucher. Je touche pas. Et ça fonctionne, c'est merveilleux. Merci beaucoup de leur ça. Eh ben bonjour, désolée de vous avoir fait attendre, vraiment mea culpa. Comme ça montre à quel point en fait il faut pas parier sur l'électrique parce que quand ça ne fonctionne plus, eh ben je n'étais pas résiliente, je suis arrivée en retard, j'aurais dû prendre 10 minutes d'avance et prendre un volume normal. Mais oui, sur ces questions agricoles, j'étais très contente de pouvoir parler de ça. Alors j'ai beaucoup moins de connaissances techniques que mes compatriotes ici, mais ça a été moi ma porte d'entrée dans l'écologie parce que je suis née dans un village qui est juste au bord du parc national de la Vanoise et en fait il y a juste un agriculteur et nous qui vivons là-bas à l'année et donc du coup ça a été vraiment mon quotidien et j'ai grandi dans l'idée que très connectée à la manière dont on se nourrissait. Disons que j'étais consciente de ce qu'il y avait dans mon assiette, de comment ça avait poussé, du temps que ça prenait. Et pour moi, il y a encore des choses comme ça, des sacrilèges. Quand je vois les tomates cerises, c'est un truc, en montagne, c'était tellement compliqué à faire pousser que aujourd'hui, de voir des plâtrés de tomates cerises, ça me paraît fou. Pour moi, ça devrait coûter des milliards d'euros parce que c'est tellement long et précieux et compliqué que j'avais du mal à gâcher ça.
Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, ça a été aussi le plus grand fossé que j'ai pu vivre quand je suis arrivée à Paris à Sciences Po et que j'étais entourée de gens absolument brillants sur tout un tas de sujets, mais qui n'avaient pas ce lien et la connaissance en fait de le fait que ce qu'il y a dans notre assiette a un impact sur nos corps, notre santé, sur les sols, sur les cours d'eau, un impact sur tout un écosystème et un impact aussi sur la vie parfois des gens qui sont parfois au bout du monde, qui sont les agriculteurs ou les agricultrices. Et ce lien-là, il me paraît fondamental et central parce que j'ai trouvé que c'était un beau moyen d'embarquer avec nous des gens dans l'écologie parce que c'est ce qu'il y a de plus universel. A priori, on a quand même besoin de manger pour vivre et de boire, et donc je pense que c'est ce qui est le langage le plus universel. Et prendre conscience de ça, c'était aussi prendre conscience des liens entre la justice sociale et climatique. Je trouve que c'est là encore aussi un exemple merveilleux parce que je vais peut-être parler ça très rapidement, et Laurie, tu me coupes si je parle trop. Parce que je sais qu'il y a des gens plus techniques sur la partie sol et qui me fascinent beaucoup sur les graines notamment. Je sais que Laurie, elle est à fond aussi. Mais du coup, moi, sur l'aspect juste social qui est extrêmement important, rappeler quand même qu'en France, il y a un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 € par mois, que c'est des gens qui n'ont pas de vacances, qui n'ont pas de week-end parce que la nature ne s'arrête pas de pousser le dimanche, et qui, en fait, donc c'est une passion, mais nous on les respecte très peu. Et le fait d'avoir perdu ce lien, il faut bien comprendre aussi que c'est politique, que le lien qui s'est distendu entre le consommateur et le producteur, entre nous et les gens qui font en sorte qu'on puisse continuer à être sur scène, à faire des lois, à être comédien, ou je sais pas, ou journaliste, ou tout un tas de choses qu'on fait et qui est passionnante. C'est parce qu'on n'a pas à se préoccuper chacun tous les jours de ce qu'on va faire à manger. Et donc cette distension-là, elle a été la cause aussi d'aberrations totales sur le bien-être animal, sur tout un tas de choses, parce qu'en fait, on se posait même plus la question de qu'est-ce qu'il y avait derrière, quel impact ça avait. Et donc reprendre la connaissance, c'est aussi le pouvoir. Donc je pense qu'on a un vrai enjeu de se questionner, de comprendre, d'apprendre qu'est-ce qui se passe dans ces champs, qu'est-ce qui se passe pour faire pousser ce qu'on mange, qu'est-ce qui se passe autour de l'agriculture, parce qu'il y a une vraie question de pouvoir autour de ça, et je crois qu'il est l'heure qu'on le fasse tous collectivement. J'en parlerai peut-être plus tard, ou je te laisse. En fait, c'est vous vous présentez chacun ce que vous savez. Du coup, moi, je voulais te poser un peu plus des questions concrètes sur justement quelles sont les actions que tu as menées pour sensibiliser l'opinion publique à l'agriculture, et notamment dans l'actualité politique et européenne ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'a marqué et ce que vous avez mis en place? Nous, on a donc mis en place, alors mon créneau, entre guillemets, chaque question est super importante, mais mon créneau, c'était peut-être le lobbying. Donc c'était essayer de sensibiliser les élites politiques et économiques. Et bon, du coup pour l'agriculture, c'était plutôt j'ai rencontré le PDG de Monsanto Bayer. C'était sacrément bizarrement intéressant. C'était assez intense en fait comme discussion, et comme souvent le gros fossé qu'on avait à la fin parce que c'était quand même assez long comme temps d'échange, c'était la question du temps. Et il me dit à la fin, je n'avais pas conscience de ce niveau d'urgence. Et en fait, lui était vraiment dans une logique de me dire mais on a lancé des politiques de recherche et développement mais ça va prendre 20 ans. Sauf que ces 20 ans, on les a absolument pas. Et le deuxième, et pour moi plus important, fossé, qui est souvent d'ailleurs celui que j'ai quand je face à des fois des chefs d'entreprise, c'est l'humilité, tout simplement. C'est l'humilité qui vient quand même à la base de humus aussi, qu'est la terre, et qui est en fait cette croyance absolue en la capacité de l'homme et de la technologie à tout sauver. Et donc l'idée de se dire que parfois en agriculture il faut savoir enlever la main de l'homme et juste observer ce qui se passe, pour peut-être il y a des choses qu'on a mal fait, et que ce système de domination qu'on a aussi sur le vivant, il va falloir qu'on le repense. Ça demande de mettre son ego sacrément de côté. Et ça c'est pas évidemment très facile pour ces personnes-là. Et sinon, dans l'aspect plus politique, nous on avait fait quelque chose sur la PAC, donc la politique agricole commune, qui est un pilier central sur le financement. Comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'agriculteurs ne peuvent pas vivre vu les bas prix et les marges que se prennent les intermédiaires, et la course à l'exportation, ne vivent absolument pas de leur production. Je parle de la grande majorité des agriculteurs et des agricultrices aujourd'hui. Et donc ils vivent en partie grâce à l'aide des subventions européennes qui sont celles de la PAC. La France est le premier bénéficiaire.
Et il y a, en vulgarisant en gros 2 paliers, dont un qui est surtout de l'aide, qui représente la plus grosse somme d'argent, qui est de l'aide à l'hectare. Donc c'est très simple, plus on produit, plus on a une surface grande de culture, plus on va recevoir d'aide. Donc ça encourage évidemment une agriculture intensive et pas du tout une agriculture de conservation, de régénération des sols, etc. Donc nous c'est un bel exemple de comment fonctionne l'écosystème climat, parce que il y a des ONG qui travaillent, des activistes qui travaillent sur ce sujet-là, notamment le collectif Pour une autre PAC depuis des années littéralement, et qui en fait travaillait sur vraiment quelle PAC il faudrait, quelles mesures on pourrait implémenter pour changer ça. Et nous, on s'est dit, avec Greta, Louisa, Adélaïde et Hanouna, donc de Belgique, Suède, Allemagne et France, on s'est dit comment est-ce qu'on peut donner un petit coup de pouce final, enfin essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'on avait lancé une action, on veut demander aux gens d'écrire sur leurs mains Vote this cap down, et que ça avait pris une ampleur un peu folle, et que du coup il y a la Frans Timmermans qui s'était fait interpeller par des journalistes sur cette action, qui est donc la vice-présidente de la Commission européenne. À chaque fois, je vérifie avec elle parce qu'entre les commissions, le conseil et tout, je me trompe tout le temps. Et en fait, donc après, disons qu'il y avait ensuite, elle avait convoqué une réunion d'urgence sur cette question-là. Évidemment que c'est pas juste nous, mais c'est le fait que d'un coup, il y ait plein d'acteurs et qu'on fasse prendre conscience que l'agriculture est une question qui concerne les gens. Et que même si c'est des choses qui paraissent complexes, comme on a pu faire avec la loi climat, un peu techniques, un peu fatigants, et en réalité, les gens sont non seulement capables de comprendre, mais en plus ça les intéresse et ils sont prêts à mettre la pression pour se saisir de ces enjeux-là. Donc voilà ce qu'on a fait. Malheureusement, elle est passée, cette loi. On a embêté quelques députés. On a eu des échanges musclés avec Pascal Canfin. Mais il y a aussi maintenant surtout ce qui va se jouer, c'est comment est-ce qu'elle est implémentée en France et quelles sont les mesures concrètement qu'on peut mettre en place. Donc moi, c'était vraiment l'aspect plutôt loi, pour le coup, sur lequel j'avais appuyé. Est-ce que lors de cette mobilisation et des échanges que tu as eu avec les élus, et même aussi tu parlais tout à l'heure de ton entretien avec le PDG de Monsanto, tu sens qu'il y a une perméabilité au discours et à l'urgence, ou tu sens qu'au contraire on est sur 2 visions d'organiser la société qui sont complètement dissonantes? Alors c'est extrêmement modeste, ce que je vous dis ne se base sur aucune autre étude que empiriquement ce que m'ont vécu, mais j'identifie quand même souvent 3 gros piliers. Il y a de l'ignorance, et ça je suis persuadée, c'est à quel point il y a un manque de formation de ces gens-là. Pour faire une école, pour avoir fait Sciences Po Paris et tout ça, on a très peu de cours là-dessus, et c'est surtout pas forcément la curiosité nécessaire de certains pour se renseigner, parce qu'on vit aussi à une ère où l'algorithme des réseaux sociaux, la seule manière dont on prend de l'information, c'est aussi celle qui arrive à nous, par flemme, et je le fais aussi parfois. C'est plus facile. On est noyé sous plein d'informations qu'on a l'impression de choisir, mais qui en réalité est dirigée. Le New York Times avait fait un article là-dessus qui s'appelait The Bubble, je ne sais plus le nom, mais si vous tapez The Bubble New York Times, vous le trouverez, qui était assez long, mais qui expliquait le principe de l'algorithme, qui est de dire qu'il prenait les exemples des élections américaines en disant que tout le monde était persuadé que son candidat favori allait gagner, parce qu'il voyait que des articles qui renforçaient leur opinion. Donc je vous apprends rien là, mais en fait, il y a un vrai truc pour eux, l'écologie, c'est vraiment du solar impulse. C'est le maximum de radicalité de l'écologie. Vraiment, c'est-à-dire de dire la technologie va sauver le monde, et la loi climat est géniale parce que waouh, on a fait un bravo, félicitons-nous. C'est un vrai truc certains ont juste une réelle ignorance sur le niveau d'urgence. Et donc pensent que les petits pas qu'on fait sont en réalité des pas nécessaires, et que on va dans le bon sens, et que le développement durable est réellement souhaitable et est une bonne nouvelle. Après, il y a une grande partie aussi de non-volonté, ça c'est certain, une partie de non-volonté qui est parce que c'est le problème du réchauffement climatique, c'est pareil sur l'agriculture, c'est que c'est pas ceux qui émettent le plus qui payent les conséquences. Donc c'est facile quelque part. On a en France le dernier rapport Oxfam, les 10% les plus riches qui émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pas eux qui vivent près des usines et qui ont des problèmes de respiratoire, c'est pas eux qui sont les déplacés climatiques. Donc bon, c'est plus facile de rester un peu dans sa position privilégiée quand on paye pas nous-mêmes directement les conséquences à court terme. Et après, il y a une vraie raison cette question de la technologie pour moi et là c'est très lié avec le fait que c'est souvent des mâles blancs de 60 ans qui ont du mal à lâcher leur position de
à leur ego, quoi, tout simplement. Et ça, je dirais ces 3 gros piliers-là, vraiment. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et quand tu dis justement que ce sont ceux qui le payent le plus et qui en subissent les conséquences ne sont pas les plus émetteurs, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'agriculture, puisque ce sont plutôt les pays occidentaux, enfin, qui ont organisé ce système de production agricole, thermo-industrielle, productiviste et très émetteur de gaz à effet de serre. Et ce sont les pays du Sud et les paysans des pays du Sud qui en subissent les premiers les conséquences du dérèglement climatique, de l'arbitrage économique de traités internationaux qui sont faits en leur défaveur. Et c'est tout l'aspect et le travail de l'association Sol, dont Clotilde, qui est la déléguée générale assise à côté de moi, mène depuis 40 ans, donc une association de solidarité internationale qui œuvre partout dans le monde, notamment en France, en Inde, au Sénégal et aussi au Pérou, pour faire pousser et essaimer des projets agroécologiques et rendre l'autonomie aux paysans qui se retrouvent bien souvent soit prisonniers d'un système qu'ils n'ont pas vraiment choisi, soit victimes de tractations politiques qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et il y a dans l'idée de ce festival aujourd'hui et dans l'idée de l'ADN du travail de Sol, cette volonté de tisser, de créer du lien, mais de façon très pratique en termes d'échanges de savoir, de pratiques agroécologiques, pour créer des archipels de résilience au sens littéral du terme, c'est-à-dire pas seulement la capacité de s'adapter à des chocs, parce que du coup ça a été beaucoup repris par un modèle de société en disant on va repartir comme avant avec quelques milliards. Non, un système résilient, c'est aussi un système qui est en fait organisé de façon vertueuse et respectueuse, comme je disais en introduction de cette table ronde, des cycles biologiques du vivant. Du coup, Clotilde, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre travail. Ben, merci beaucoup. Je démarrais par dire que je ne sais pas si vous savez, mais on est en pleine décennie de l'agriculture familiale. Je trouve ça assez intéressant que l'ONU ait choisi cette thématique alors que les faits sont là. On sait que on vit une urgence climatique la table ronde d'aujourd'hui, c'était justement dire vite ça chauffe, il y a urgence. Est-ce que justement les solutions, on peut les trouver dans l'agriculture? Et oui, nous on pense que les solutions sont aussi dans les modèles agricoles. Et du coup, c'est aussi un peu de ça dont je vais vous parler. Je vous fais un peu le bref schéma des conséquences pour ceux qui connaissent un peu moins la thématique. Nous, sur le terrain, on constate vraiment les phénomènes climatiques de plus en plus présents et de plus en plus forts. On ne passe pas une année sans un typhon, sans une sécheresse dramatique en Inde, au Sénégal. Et ça a des conséquences dramatiques, à la fois évidemment auprès des premiers concernés, les paysans, mais aussi sur la pérennité de nos projets en direct. Typiquement, voilà, quand on a plusieurs de nos groupes d'agriculteurs qui subissent une sécheresse d'un coup d'ondée ou un typhon, c'est extrêmement difficile pour nous de les appuyer comme ça en direct parce que on fait pas d'aide humanitaire. Du coup, on se retrouve de plus en plus souvent à devoir trouver des solutions financières in extremis face à ces phénomènes. C'était aussi important pour moi de donner une réalité très concrète que peut vivre une ONG au quotidien qui travaille sur les questions agricoles face justement à ces phénomènes climatiques. Les paysans dans ces moments-là, ils se retrouvent face à des baisses de rendement, voire des pertes directes de toute leur production. Pour certaines zones où on est sur des terres qui sont extrêmement épuisées, notamment au Sénégal, devenues totalement arides où plus grand chose ne pousse. Et juste pour vous donner un chiffre, puisque ces conséquences-là, ça va impacter directement la sécurité alimentaire, pas seulement des paysans, mais aussi de toute leur famille et de toutes les communautés.
Il y a d'ici 2050, on dit que la baisse des calories disponibles devrait augmenter la malnutrition infantile de 20% comparé à un monde sans changement climatique. Et la moitié des enfants affectés vivent aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui pour Sol, mais je crois pour nous, on sait qu'on est à un tournant, soit une accélération, et Camille l'a dit, toujours plus d'agrandissement, toujours plus d'industrialisation, alors qu'on sait que le système agro-industriel massif, il est épuisé, il est à bout de souffle, il est plus en capacité ni de nourrir le monde, ni de protéger nos ressources naturelles. Et du coup, de choisir des modèles agricoles plus solidaires, qui sont en capacité de nourrir les gens de manière qualitative, saine, de donner aussi l'accès à cette alimentation à toutes et à tous, tout en protégeant nos écosystèmes. Et donc c'est pour nous, c'est cette solidarité qu'on promeut chez Sol, dans justement cet objectif de participer aux besoins et à la satisfaction des besoins des agriculteurs, et à la revalorisation de leur rôle dans la société. Camille, tu l'as dit, je partage complètement ton constat. On mange 3 fois par jour. Moi, je trouve que c'est juste un scandale incroyable, une injustice incroyable que nos paysans partout dans le monde subissent la précarité alimentaire et les réchauffements climatiques, alors que c'est eux qui nous nourrissent. Et donc chez Sol, c'est là où on en vient sur les modèles, la fameuse agroécologie paysanne dont on parle, qui inclut tout un tas de modèles. On a parlé pendant les tables rondes numéro 1 de permaculture, d'agroforesterie. Voilà, il y a tout un tas de techniques qui englobent l'agroécologie paysanne, mais l'agroécologie paysanne, c'est outre les modèles agricoles, aussi une vision de société plus solidaire dont j'étais en train de parler. On pense voilà que ce modèle, il est porteur des solutions pour générer plus de liens entre justice sociale et justice environnementale. C'est vrai que parfois on peut se perdre, nous, en tant que consommateurs, sur les modèles, le bio, le local, les circuits courts. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'avais envie de vous donner un exemple ce soir. Une tomate qui est produite en France sous serre chauffée, elle est responsable de 4 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate importée d'Espagne, et 8 fois plus qu'une tomate produite en France de saison. Voilà, je trouvais que cet exemple, il fait pas mal réfléchir sur la manière dont on peut consommer, donc j'avais envie de vous le partager. Et donc, je l'ai dit, cette agriculture, pour nous, c'est une réponse à la transition écologique et alimentaire aujourd'hui dont on a besoin face au changement climatique. Et donc, j'avais envie un petit peu de vous parler d'Inde. C'est un pays qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai un rapport assez particulier. Je suis indophone, je vais dans ce pays depuis que je suis toute petite. J'ai la chance de connaître Vandana Shiva depuis des années. Et ma vocation, je l'ai trouvée au contact des paysans indiens. Donc voilà, j'avais envie de vous partager l'expérience qu'on vit avec Sol aux côtés de ces petits paysans indiens. Donc depuis 2010, on mène effectivement avec Navdanya, l'association fondée par Vandana Shiva, plusieurs programmes dans une vision plutôt écosystémique, pas toujours facile, je trouve d'ailleurs à expliquer, qui prennent en compte à la fois cette autonomie des paysans et plus particulièrement des paysannes. On en a beaucoup parlé dans la table ronde numéro 1. La préservation de la biodiversité cultivée, les semences. Il faut savoir qu'en un siècle, on a perdu 3 variétés sur 4 et ça représente quelque chose d'énorme dans nos assiettes, dans la manière dont on s'alimente. Sur la question d'adaptation au réchauffement climatique. On a commencé dans 13 villages, dans un état de l'Inde du Nord où se trouve la ferme expérimentale de Navdanya qui, en temps hors Covid, est d'ailleurs en capacité de tous vous recevoir. Et je vous invite vraiment à aller découvrir comment ils travaillent. C'est une expérience humaine formidable à faire. Et aujourd'hui, donc, on travaille dans 4 états de l'Inde du Nord avec eux dans plus de 70 villages. Notre idée, ça a été de partir de la graine, parce que la graine, c'est la vie. Quand on est paysan maraîcher, tout part de la graine. Et donc,
on a eu envie de se dire comment valoriser le savoir-faire et les traditions de ces paysans par la graine. Donc on a commencé d'abord par générer des formations dans la reproduction et la conservation des semences auprès de plusieurs groupements de paysannes et en parallèle de former elles-mêmes et leurs familles en agroécologie. Et donc on est passé dans des jardins de 4 variétés à 27 variétés parfois de légumes. Il faut savoir que la majorité de ces villageois avaient une agriculture dite vivrière, de production de blé, de riz et de canne à sucre, produits en monoculture principalement, le tout pour aller vendre ça sur les marchés locaux. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que au-delà de l'augmentation de la production, ces personnes, elles ont été en capacité de s'autonomiser et de ne plus aller chercher à l'extérieur leur production de légumes. Le lien avec le réchauffement climatique se fait là. Au-delà de la reproduction et de la conservation et donc de ce savoir-faire extrêmement technique sur la protection de la biodiversité et des semences, on a travaillé avec des paysannes qui sont devenues des chercheuses à part entière sur la reproduction et la recherche de plusieurs variétés qui résistent au réchauffement climatique. Aujourd'hui, on en a retrouvé plus de 35 de ces variétés. Donc on a des variétés de blé qui poussent en pleine sécheresse, on a des variétés de riz qui poussent dans de l'eau salinisée. Voilà, il y a tout un travail vraiment de recherche paysanne qui a été fait pour aller retrouver ces savoir-faire en lien avec le réchauffement climatique. Et donc ce que j'avais envie de dire en conclusion, c'est que au-delà de tous ces savoir-faire techniques qu'on connaît, de rotation de culture, de mixer différents légumes avec des fleurs, etc., j'avais pas trop envie d'aller dans les détails justement techniques. Les aspects sociaux de ce projet sont extrêmement forts. On a créé donc un réseau de soutien de paysans pour qu'ils puissent s'échanger encore une fois leur savoir-faire et leur technique. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Et j'ai eu la chance moi aussi de participer aux échanges paysans en Inde. Pour la petite anecdote, Navdanya, ça veut dire 9 graines, parce que quand Vandana Shiva a décidé de dédier sa vie à l'agroécologie, elle a commencé par préserver 9 graines qu'elle a décidé de dupliquer. Donc c'est la petite histoire. Et aujourd'hui, ils ont des milliers de variétés sur cette ferme qui est magique. Et leur maison des semences, la seed bank, comme c'est écrit sur la devanture de la porte, est assez impressionnante. Et alors, ce qui est aussi très typique de la ferme de Navdanya et de l'agroécologie en général, c'est qu'elle demande beaucoup de main-d'œuvre, donc beaucoup plus de monde dans les champs. Et c'est l'un des arguments portés par les promoteurs de l'agriculture industrielle de dire oui, mais vous, avec votre modèle, on va devoir mettre plus de monde dans les champs, donc ça va coûter cher. Sauf que ce contre-argument-là, il oublie de dire que l'agriculture industrielle, elle demande, elle aussi, énormément de ressources. C'était les solutions technicistes dont Camille Etienne parlait en début de conférence. Et là, il faut savoir que Cargill, qui est un des gros industriels de l'agroalimentaire, pour résoudre le problème des émissions de méthane des ruminants quand ils rotent, est en train de développer un masque pour les vaches. Donc vraiment, ils veulent leur mettre un petit masque là sur la tête pour capter le méthane des rots, le filtrer. Et quand le masque est plein, ça devient du CO2 puisque le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que le dioxyde de carbone. Et donc là, je me dis, donc plutôt que de réduire la taille des cheptels et de manger un petit peu plus végétarien chaque jour de la semaine, leur solution, c'est de foutre un masque sur la tête des vaches. Donc on s'aperçoit qu'on est quand même en train d'arriver sur quelque chose d'assez absurde en termes de gestion des ressources, parce que produire ces masques, évidemment, ils ne poussent pas dans les champs de patates, les masques. Donc on est encore sur des questions d'énergie. Et c'est là où je me tourne vers Pablo Servigne, qui a écrit un livre
qui est moins connu, mais qui moi personnellement m'a tout appris sur les systèmes alimentaires agricoles, c'est comment nourrir l'Europe en cas de crise. Et Pablo, tu t'es beaucoup intéressé à ces questions de pics pétroliers liées aussi à la façon dont on organise nos systèmes de production. Donc, quid d'une agriculture sans pétrole, plus économe en énergie, plus économe en ressources? Et toi, avec tout ce que tu étudies depuis des années sur cette thématique-là, comment tu penses qu'on peut enclencher des modèles de transition? Wow, merci de m'inviter. C'est cool de parler d'agro et d'agricole. Enfin, le bouquin, il était paru en 2013, donc ça fait ouf. Ça me rajeunit pas. Et puis c'est bien aussi d'être le seul mâle blanc de moins de 60 ans sur scène, ça fait plaisir. Du coup, ouais, rapidement. C'était un rapport que j'avais fait en 2013 pour le Parlement européen, justement, sur l'avenir, une sorte de prospective sur l'avenir de l'agriculture en Europe. Et j'avais carte blanche sur les catastrophes et le côté résilience. Du coup, j'ai compilé tout. C'était passionnant. Enfin, je me suis pourri un été, l'été de ma famille, parce que la biblio est super dure à lire. Les chiffres sont atroces. Du coup, j'en étais venu à la conclusion que l'agriculture européenne est extrêmement puissante. Agriculture industrielle majoritairement. Il y a des petites agricultures de niche, vivrières et tout, mais globalement c'est industriel. Et plus largement, le système alimentaire est industriel. Et système alimentaire, c'est pas que l'agriculture, c'est aussi les transports, la transformation, les déchets, tout le système, quoi. Et le paradoxe, c'était que plus le système était puissant, plus il est fragile, il est vulnérable. C'est un colosse au pied d'argile. Et c'était ça ma découverte qui m'avait choqué. C'est que en fait, on mange tous du pétrole là. Hein. Tout ce qu'on fait là, c'est dépendant des énergies fossiles. Donc on peut dire littéralement, on mange du pétrole. S'il y a des ruptures d'approvisionnement, et pas que en pétrole, c'est du gaz naturel aussi, c'est du charbon, c'est des phosphates, c'est plein de ressources dont a besoin l'agro-industrie pour nous nourrir, eh ben on va juste crever de faim. C'est la fin des systèmes alimentaires européens, et toutes les sociétés depuis la nuit des temps sont basées sur le système alimentaire. C'est la base. Hein. Tu disais, enfin c'est quoi la question? C'est est-ce qu'il y a des solutions agricoles? Ben on est obligé, oui, sinon on va tous crever. C'est juste tout simple. Donc on est obligé d'en trouver, et on n'a pas le choix. Donc la fragilité, la vulnérabilité et aussi la toxicité de ce système industriel nous force à changer. Et c'est pas un choix. C'était ça le message que je voulais faire passer, et aussi plus tard avec la collapsologie, c'est étendre cette vulnérabilité des systèmes à l'ensemble de la société. Et ben c'est que c'est pas juste un choix, une niche bio qui doit se développer parce qu'on veut vivre mieux. C'est pas du tout ça. C'est que si on le fait pas, on va crever. Et qu'il faut le faire par anticipation. Plus on anticipe, mieux ça se passera. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, c'est déjà trop tard. Tout à l'heure, on parlait de développement durable. En fait, le développement durable, c'est déjà une idée has-been depuis 30 ans. Depuis notre âge, là. Enfin, on est né, c'était déjà trop tard. Donc, faut oublier vraiment le développement durable. C'est une idée toxique, quoi. Et c'est quoi l'après? C'est quoi maintenant les manières de penser l'agriculture? Du coup, je me suis un peu lâché. Donc, j'ai fait une étude. Donc, il y a eu ce rapport qui était marrant parce que au Parlement européen, il y avait un commissaire européen qui m'avait pris en aparté. Et il m'avait dit, c'est super ton rapport, t'as raison. Et en fait, je disais quoi au public? Je disais, dans 10-15 ans, il y aura quasiment plus d'avions, possiblement. C'est pas une prédiction, mais c'est logique quand on voit les chiffres. Et peut-être qu'on fera de la mondialisation à la voile. Alors, t'avais 2-3 ricanements, mais globalement, les gens, ils faisaient comme ça. Et puis un retour massif de l'attraction animale. Je vois pas d'autres, voix. Et tout le monde fait. Et puis voilà. Enfin, il n'y a pas eu vraiment d'opposition. C'est logique quand on voit les chiffres. La question, c'est comment on anticipe ça en Europe. Et j'en étais arrivé à la conclusion paradoxale que les futurs agriculteurs ou paysans de demain, ils sont déjà nés, mais ils savent pas qu'ils le seront, qu'ils seront agriculteurs.
En gros, la moitié de la salle, peut-être plus parce qu'ici on est dans un lieu un peu spécial. Donc, Les 3/4 ici. ouais, c'est ça. Et en fait, j'étais allé à Cuba après pour voir pendant 2 mois pour voir ce que c'était. Comment ils avaient vécu cette crise des années 90 où ils sont à moitié effondrés, et ils ont déployé l'agroécologie en 4-5 ans pour pas crever la dalle. Bon, ils ont eu faim, mais ils ont pu surmonter ce qu'ils ont appelé le periodo especial. Pendant 10 ans, ils ont fait une transition forcée à l'agroécologie. Ils ont remis la traction animale dans les cursus, dans les masters d'agronomie et tout. Ils sont allés chercher les petits vieux qui savaient encore le faire pour l'apprendre aux ingénieurs et pour le déployer sur le territoire. C'est vachement intéressant la méthodologie, la sociologique du retour de l'agroécologie à Cuba de manière forcée. Enfin, j'ai pas le temps ici de détailler, mais c'est vraiment passionnant. Et je suis revenu avec cette intuition parce que moi, je suis agronome tropical. J'avais fait des études d'agronomie. Je rigole parce que ça me paraît être super vieux. C'était en 96-2002. Et j'avais choisi l'option tropicale. Et j'ai appris, donc c'était en Belgique, et j'ai appris que ça s'appelait il y a un siècle. Et alors dans la salle où on étudiait, il y avait des cartes du Congo belge et tout ça. Et j'ai appris à faire du riz, de la canne à sucre, du cacao, du caoutchouc, tout ça. Et ça s'appelait ingénieur colonial. C'était vraiment ça, hein, c'était pas une blague. Et après, ils ont fait passer à ingénieur tropical, et puis on faisait non pas de la colonisation, mais du développement. Donc c'était le mot qu'ils mettaient à l'époque. Et je suis sorti pas super satisfait des études, on va dire que c'est un euphémisme. Et quand je suis revenu de Cuba, je me suis dit, en fait, c'est pas le Nord qui va développer le Sud, comme on m'avait appris, c'est le Sud qui va développer le Nord, et ça m'a tellement sauté au visage que je suis revenu en Europe, hyper motivé, pour dire, allez, voilà, je suis agronome, bon, je vais développer, on a 15 ans de retard en Europe, je vais faire du développement ici, quoi. C'est là qu'on a besoin. On a besoin d'apprendre à se passer du pétrole, à retrouver l'attraction animale, qui est une biotechnologie du futur, hein, l'attraction animale. Il faut vraiment inverser notre imaginaire. Et etc., etc. Et du coup, ah oui, il y avait un chiffre qui était marrant dans ce rapport, c'était que Cuba, ils ont en 4-5 ans, c'était un pays extrêmement industrialisé, ça l'est toujours en fait, le plus industrialisé, le plus développé de toute l'Amérique latine, voire en agriculture autant que les États-Unis et tout. En gros, c'est quoi la définition d'un pays développé ? En fait, c'est un pays qui a ravagé le monde paysan. Donc il y a 2% de paysans. Ça, tu vois direct que c'est un pays développé quand il y a plus que 2% de paysans. Et Cuba était extrêmement industrialisé. Che Guevara, c'était quand même le ministre de l'industrie, canne à sucre, nickel. Enfin, c'est de l'industrie, quoi. Et du coup, les gens, ils sont hyper diplômés là-bas. Il y a des médecins, des avocats partout, des musiciens. Enfin, c'est vraiment. Et après cette transition forcée de 4-5 ans, il y a eu 25% des Cubains qui étaient dans l'agriculture. Mais des diplômés, hein, des avocats, ils exerçaient plus, ils allaient cultiver. J'ai connu un gars, un haut placé cadre dans le ministère de l'Agriculture. Il est à la crise, il a lâché son ministère, il est retourné dans son quartier à La Havane, en banlieue, dans les barres d'immeubles de HLM, et il a fait un jardin potager urbain, qui est maintenant, qui était à l'époque, enfin il y a 10 ans, la plus grosse ferme urbaine à La Havane. Et il dit, il fallait juste bouffer, quoi. Donc ils enlevaient les rats, ils enlevaient les détritus, toutes les jachères en ville, et ils faisaient des jardins. C'était soutenu par l'État et tout. C'était bio. Et l'État d'ailleurs a soutenu en disant, ah, on fait de l'agriculture urbaine, ok. Ben nous on aide. C'est parce que on a du mal à concevoir ici. Tous les terrains appartiennent à l'État, donc il n'y a pas de propriété privée. Et du coup, lui, il disait, tous ceux qui ont un projet agricole en ville, on file l'usufruit du terrain. Donc vous pouvez le faire si vous avez un projet, allez-y, on vous soutient. Et on oblige que ça soit bio. On n'a pas envie de s'intoxiquer, de toute façon, il n'y a même plus de produits chimiques. Donc c'est bio, voilà. Et c'est parti. Et tout le monde s'y est mis. 25%, donc un quart des Cubains. C'est encore cool, hein.
C'est encore cool comme transition. En Corée du Nord, à la même époque, il y a eu une famine, hein, mais Cuba, ils ont su être un peu résilients parce que c'est tropical et parce que le cubain est très créatif. Ils disent tout le temps ça, el cubano es creativo. Et ils se débrouillent, c'est vraiment l'art de la débrouille. Donc c'est ça l'avenir. Et alors, du coup, j'ai extrapolé. Imaginons ici, on se fait une transition de ouf en France, et en Europe. Il y a des grosses catastrophes qui arrivent, et imaginons pénurie, tout ça, on s'y met tous, jardin urbain, machin. Un quart de l'Europe, 500 millions de personnes, un quart, ça fait 125 millions, je sais plus exactement, d'Européens, donc 2 fois la France, 125 millions de personnes, enfin un peu moins, qui seront impliqués si tout va bien, dans la production de nourriture. Un quart des Français. C'est juste un ordre d'idée comme ça, mais waouh, le défi il est immense. Surtout que il faut apprendre à cultiver, ça se fait pas en 3 mois, quoi. C'est des années avant de pouvoir faire un potager. Si vous avez fait de la permaculture, c'est pas avant 8 ou 10 ans qu'on a vraiment un super agroécosystème magnifique, quoi. Donc il y a un énorme enjeu. En gros, je pense que l'ère des ruptures arrive. La transition, elle va pas se faire. Bon, ça, c'est une intuition. Hein. Je suis pas Madame Soleil, mais il va y avoir quand même des moments très difficiles. Et je pense que la bonne métaphore, c'est de considérer qu'on est des drogués. On est vraiment ultra dépendants on va dire, des énergies fossiles. Donc, considérons-nous comme des drogués. Et qu'on va rentrer en cure de désintoxication. Avec un sevrage très difficile. Ça va durer longtemps, ça va pas se faire du jour au lendemain, on va souffrir, et il y aura des périodes où on va tenir, on va avoir des progrès, puis on va rechuter, puis ça va tenir, puis on va rechuter, puis ça va être dur pendant longtemps, quoi, pendant quelques années. Et pourquoi un drogué un toxico décide de se sevrer? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que sa santé se dégrade, il le voit, tous les indicateurs sont au rouge. Bon, allez, on arrête les conneries, on arrête, et on peut un peu anticiper. Ça va être brutal, mais on y va, quoi. On a une volonté, c'est plutôt positif, on va vers une meilleure santé. Ça, je pense qu'on l'a, mais il y a plein de verrous juridiques, politiques, tout ça, donc c'est dur. Mais la grande raison, c'est qu'on sait maintenant que bientôt, il y aura plus de drogue aussi. Et que si on consomme la drogue, on pourrit la planète, donc on n'a pas le choix. Même s'il en reste un petit peu quelques années, on risque de s'entretuer pour les dernières gouttes de drogue, et autant arrêter, quoi. Sinon ça va mal finir. Voilà, donc on n'a pas le choix. Et donc on va passer par un grand goulot d'étranglement où il faudra réfléchir, penser, expérimenter une agriculture sans SANS, sans intrants, sans pétrole, sans gaz naturel. Le gaz naturel, ça sert à faire les engrais azotés. Donc c'est le pilier de l'agriculture industrielle. Sans phosphate, phosphates minéraux, sans machines, sans injection d'argent, sans la PAC, par exemple. Et du coup, le défi de l'agriculture, du paysan, enfin notre défi, tout le monde, ça va être de produire, parce qu'on est aussi une société qui bouffe beaucoup, hein, on gaspille à mort, et puis on bouffe beaucoup trop. Donc déjà, on a des marges, hein, de manœuvre, mais en gros, il faudra produire, parce que on peut pas juste passer à, comment dire, comme les Cubains, du jour au lendemain, ils sont passés en dessous du seuil que l'OMS fixe pour comment dire, le nombre de calories par jour, là, je sais pas comment on dit. Les AGR, apport journalier. Voilà, apport journalier, c'est ça. Et eux, ils étaient en dessous des recommandations minimales de l'OMS pendant quelques années. Donc, ils ont quand même eu faim, hein, les Cubains. Ils ont mangé des rats, ils me racontaient, ils mangeaient du rat. Ils mangeaient même la peau des bananes. J'ai eu des anecdotes terribles. Ou des sandwichs avec du plâtre pour caler le ventre, comme ça. Enfin bref, ils ont eu faim, mais ils s'en sont sortis. Mais nous, il faut que ça soit un peu plus progressif, sinon ça va mal aller, parce qu'on est quand même super habitué à un niveau d'abondance quand même extrême. Du coup, ce sevrage, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Ouais, on va devoir produire, produire. Et en plus, régénérer les écosystèmes. Donc le job du paysan, c'est de régénérer les écosystèmes. C'est même pas de les protéger, c'est de les régénérer, sinon on est mort.
les sols sont détruits, donc il faut les régénérer. Il faut que chaque année, après la récolte, le sol soit en meilleur état, la biodiversité soit plus riche et il y ait plus de carbone stocké chaque année. C'est pas moins, c'est pas le même niveau, c'est plus. Donc le défi il est énorme, en plus de produire. En plus de ça, il faudra produire de l'énergie parce qu'on n'aura peut-être plus. En tout cas, il faut assurer un approvisionnement en énergie pour faire tourner la société. Éventuellement des petites machines s'il faut. Donc produire de l'huile en fait, ou voilà de la biomasse pour éviter les ruptures d'approvisionnement d'énergie qui vient essentiellement le gaz naturel de Russie, il y a l'Algérie, il y a le Qatar, il y a etc. Et puis donc 3 défis de malade, vraiment pour un agriculteur. Il faudra le faire avec peu d'énergie fossile, peu d'intrants, avec un climat instable, donc imprévisible. Et il faudra le faire avec des écosystèmes dégradés. Donc on ne sera pas aidé par la capacité d'abondance naturelle, quoi, de la nature. Ça va être chaud. Donc 3 défis énormes avec 3 contraintes énormes pour les années à venir. Donc si on raisonne pas en termes de plan Marshall, de un truc complètement fou qui révolutionne tout, voilà, ça va être de la petite débrouille à la one again et puis ça va être dur, quoi. Je sais pas combien de temps j'ai, mais si j'ai déjà dépassé largement. C'est fini, ouais. Ok, merci. Je voulais pas trop te couper. Et est-ce qu'il y aura une discussion après avec Il va y avoir un petit temps d'échange Ok. avec le public, ouais, Ok, effectivement. Mais comme tu parlais des verrous, je voulais tout de suite lancer la balle à Marie Toussaint, qui est eurodéputée au Parlement européen et qui se bat à une échelle politique européenne pour essayer de faire bouger les lignes. Et du coup, tu es la personne la mieux placée puisque toi, tu subis ces verrous au quotidien dans ton travail. Merci Laurie. Alors, faut attendre que ça s'allume. C'est bon là? Ouais, c'est magique. Merci Laurie. Alors, je l'ai subi, mais comme tout le monde, et je suis moi aussi une privilégiée par rapport à toutes celles et tous ceux qui souffrent déjà de cette destruction de la planète. Donc quand même. Et je vais revenir un peu sur ces verrous aussi, sur les victoires qu'on est en train d'emporter, parce que c'est vrai qu'il y en a pas assez, et donc il faut savoir les savourer. Mais peut-être avant, dire un petit mot. Moi, je suis hyper contente et honorée d'être là ce soir, d'être avec vous. Il y a plein de gens dans cette salle, et je vois Clotilde de Notre Affaire à tous, par exemple, qui se bat beaucoup sur la question des inégalités climatiques. Évidemment, Camille qui mobilise à tour de bras un nombre croissant de personnes, Pablo qui ne cesse de lancer des idées dans le pouvoir public, dans le débat public, pas dans le pouvoir public, dans le pouvoir aussi, remarque. Voilà, Laurie qui raconte sans cesse toutes ces batailles qui se mènent pour l'écologie et la solidarité en France, mais en fait partout autour du monde. Mais voilà, si on est tous et toutes là ce soir, c'est quand même grâce à la personne qui est assise à ma droite, et que je voulais d'abord remercier et féliciter, parce que là, en arrivant, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des panneaux, il y a écrit une association de 40 ans qui a accompagné 366 000 paysannes et paysans à travers le monde dans son histoire. Alors, je sais que t'as pas commencé il y a 40 ans, qu'il y avait des gens avant toi, mais je crois que voilà, si on est toutes et tous là aujourd'hui, si voilà, il y a un public, il y a des gens sur cette table, il y en avait plein d'autres avant nous, il y a des stands partout, et c'est quand même beaucoup grâce à toi, à ta capacité à la fois à agir avec une grande humanité, avec un sens très aigu de la justice, à mettre des gens ensemble. Voilà, on voit Sol avec Notre Affaire à tous, avec Notre Assiette pour demain, Plateforme pour une autre PAC, et ça s'agrandit sans cesse et sans arrêt. Et on sait que il y a ce qu'on voit ici en France, c'est ce que vous faites ici en France, mais que, je l'ai dit, 366 000 paysannes et paysans à travers la planète. T'en as parlé un peu, mais du coup, moi, ce soir, la première chose que j'ai envie de dire, c'est joyeux anniversaire, et je vais vous demander de contribuer en applaudissant très fort Clotilde et son équipe. Du coup, j'ai presque oublié d'applaudir moi. La honte. Bon, voilà. Mais du coup, ouais, des verrous, il y en a beaucoup, je crois. Camille, Pablo, Clotilde en ont décortiqué quelques-uns, aussi avec des sources d'espoir.
Moi, voilà, je suis donc Marie Toussaint, eurodéputée écologiste, élue en mai 2019, donc pas depuis si longtemps que ça. Ça fait à peine plus de 2 ans. Et je suis arrivée au Parlement européen avec l'envie de mener les mêmes batailles que celles que je menais auparavant, d'ailleurs depuis très longtemps, la fin de l'exclusion, en intégrant la question environnementale, qui est à mon sens centrale. On l'a un peu souligné avant, hein, cet enjeu croisé entre la justice climatique et la justice sociale, justice environnementale et justice sociale d'ailleurs. C'est vrai que c'est un enjeu qui, pour beaucoup en France, dans les pays occidentaux, mais surtout en Europe, ont paru complètement distincts, alors que, juste pour ne prendre que la France, hein, mais il y a plus de 13 ans d'écart d'espérance de vie entre le décile le plus riche et le plus pauvre de la population. Et évidemment, ça a trait à quoi? À l'air qu'on respire, à la nourriture que l'on mange, et au sol sur lesquels on vit, à l'eau que l'on boit. Et donc il y a un lien extrêmement fort entre notre capacité à préserver la nature, le vivant, et puis la capacité à garantir la justice sociale. Mais au-delà de ça, mon combat, ça a du coup été cette préservation de la nature dans cet esprit de justice sociale à travers la planète. Et donc, on s'est battu beaucoup pour la reconnaissance, donc contre les écocides, ces graves crimes contre l'environnement qui restent aujourd'hui impunis, pour la justice climatique. Alors, on a tordu un peu le mot, parce que justice climatique, c'est un terme qui vient des mouvements sociaux dans les Suds, et qu'on a tordu un peu pour le transformer en action en justice pour le climat, bon, voilà. Mais donc on a notamment lancé avec Clotilde et l'autre Clotilde et puis d'autres dans la salle l'affaire du siècle en décembre 2018 et puis Greenpeace aussi que j'ai vu aussi tout à l'heure. Bon, et donc on a porté ces combats-là, cette nécessité d'obligation d'action de la part des États, mais aussi des entreprises, et donc on poursuit actuellement Total avec une quinzaine de collectivités, d'autres associations, et on est tout content parce que les Amis de la Terre néerlandais et 17 000 plaignants viennent de gagner contre Shell et de condamner Shell à réduire de manière beaucoup plus rapide ses émissions dans les années qui viennent, parce qu'il y a une contrainte qui s'impose aussi au secteur privé de respecter l'accord de Paris. Je fais tout un tour pour vous dire que ces sujets-là, j'ai essayé de les porter au Parlement européen, j'en ai passé quelques-uns sous silence, et que quand je suis arrivée, y compris dans ce qu'on pourrait appeler notre propre camp, même si ça a des contours un peu flous, mais c'est vrai qu'on me regardait un peu avec des gros yeux, en se disant mais qu'est-ce que c'est que tous ces termes, démocratie environnementale, démocratie environnementale procédurale, justice environnementale, qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Et en fait, on a fait beaucoup de chemin. Et c'est dans un mouvement coporté dans la société et dans les institutions. Et donc, je veux vous parler de ça. Mais d'abord, je veux vous dire en quoi ça fait sens de venir parler de ces combats-là ici. Et voilà, les intervenants qui m'ont précédé l'ont déjà un peu décrit, mais évidemment, et Laurie aussi, évidemment, l'agriculture est à la fois un accélérateur du réchauffement climatique, si on l'amène n'importe comment, un impact évidemment sur la santé humaine aussi, peut-être une solution également, mais ce qu'on a repéré quand même dans l'histoire, et quand je parle des écocides, c'est que on a beaucoup détruit la nature avec des produits qu'on utilisait dans l'agriculture. La première fois que le terme écocide apparaît, c'est en 1970, au sujet de l'agent orange, qui comporte une dioxine, et qui est un herbicide extrêmement puissant, qui a été utilisé par l'armée américaine pour décimer les forêts et les mangroves vietnamiennes. Alors je sais qu'il y a Vietnam Dioxine quelque part dans le coin, qui mène et qui accompagne Trentonia, une franco-vietnamienne, contre Monsanto Bayer et un certain nombre d'autres firmes qui ont produit ce produit ultra toxique. Le terme d'écocide, il est utilisé à ce moment-là par le producteur, le créateur de la dioxine, qui dit alerte rouge, on ne peut pas utiliser ce produit de cette manière-là. Et en fait, l'armée américaine a répandu ce produit de sorte à pouvoir donc liquider tout ce qui est de l'ordre de la végétation, parce que les Vietnamiennes et les Vietnamiens qui se battaient pour leur pays contre l'armée américaine se cachaient dans cette végétation, et donc il fallait découvrir le territoire pour mieux pouvoir viser et tuer les combattantes et les combattants vietnamiens. Et en fait, ce faisant, ils ont aussi pollué les personnes sur des générations. On a encore aujourd'hui des milliers d'enfants qui naissent malades, mal formés, et ça sera comme ça pendant très 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 longtemps. Et évidemment, ce produit-là, on l'a pas utilisé tel quel dans le modèle agroalimentaire intensif, mais enfin, on a utilisé des parents.
Et c'était bien pour jouer le rôle d'herbicide qu'il avait été produit au départ. C'est pas le seul écocide qui a fonctionné comme ça. Prenons l'exemple du chlordécone. On a aujourd'hui des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, des Martiniquais, des Martiniquaises qui se battent sans être entendus pour obtenir justice face à ce produit, le chlordécone, qui a été épandu sur leurs terres, utilisé dans l'agriculture très longtemps par la France, alors qu'il avait été jugé cancérogène par l'OMS, qu'il avait été interdit aux États-Unis. Les pouvoirs français ont donné des autorisations très longues jusqu'en 1993, et on découvre encore des traces du produit par la suite, sans qu'on puisse directement lier l'un à l'autre, mais enfin on se doute bien qu'il y a des bidons qui n'étaient pas vides et qui ont été utilisés par la suite. Là aussi, c'était utilisé pour produire de la banane, pour tuer les mauvaises herbes et pouvoir produire plus vite de la banane dans un modèle agricole extrêmement intensif, mais qui va polluer les sols et les eaux et les personnes qui vivent sur ces sols, qui mangent de la nourriture issue de ces sols, qui boivent de l'eau pendant jusqu'à 700 ans. Et donc, deuxième écocide sur le territoire français dont on parle et qui a un énorme lien avec le modèle agroalimentaire. Et puis, on a un troisième dont on entend beaucoup parler, tellement que même le président de la République française, Emmanuel Macron, a utilisé le terme d'écocide pour décrire ce qui était en train de se passer, et je parle évidemment de la destruction à grande vitesse et à grande échelle de la forêt amazonienne dans le Brésil de Jair Bolsonaro. Et là, on est dans une destruction de la forêt qui a évidemment un responsable, qui est l'État brésilien, le gouvernement de Jair Bolsonaro, qui dégomme toutes les législations environnementales qui servaient justement à protéger la forêt et à limiter la déforestation, que ce soit par la coupe de bois, par l'exploitation des matières premières, par les feux qui sont très souvent d'origine humaine, ou par les feux qui sont aussi d'origine humaine mais liés cette fois au dérèglement climatique. Il y a vraiment un écocide dans la forêt amazonienne. On est peut-être en passe de passer le point charnière où on n'arrivera pas à sauver cette forêt amazonienne. Peut-être qu'elle émettra plus de carbone qu'elle n'en retient. Enfin bref, il faut s'arrêter vite. Mais de dire que Jair Bolsonaro est en train de commettre un écocide, c'est fermer les yeux sur la responsabilité qui est la nôtre. Et je veux juste rappeler quand même que l'Union européenne est responsable de 16% de la déforestation dans le monde, notamment au Brésil, puisque on en importe pas seulement des matières premières. On va creuser des mines, notamment dans toute l'Amérique latine, et notamment en forêt amazonienne. On va y chercher du pétrole, voilà. Mais pas seulement pour ça, aussi parce que pour nourrir nos ruminants, on va y faire pousser du soja dans l'irrespect des droits des populations locales, l'irrespect des droits humains, et évidemment sans tenir compte de cette nécessité de stopper immédiatement la déforestation. Et donc ça, on a des rapports, et puis avec notre affaire à tous encore, on travaille avec les associations comme Envolver, Mighty Earth ou d'autres, qui montrent que des boîtes comme Casino sont encore largement responsables de cette déforestation dans la forêt amazonienne, dans le reste des forêts d'Amérique latine. Et donc on a besoin véritablement, rapidement, de manière ambitieuse, de se battre pour cette reconnaissance des écocides. Et c'est là où j'ai des bonnes nouvelles, et je vais m'arrêter après mes bonnes nouvelles, mais parce que quand même, faut se donner un peu d'énergie, surtout qu'on arrive à la fin de ces 40 ans. On a des bonnes nouvelles parce que les choses avancent. Je vous ai dit, il y a 2 ans, quand je suis arrivée au Parlement européen, on me regardait avec des gros yeux. Bon. Eh ben, en janvier dernier, le Parlement européen a officiellement pris position et officiellement demandé aux États membres, puisque le Parlement européen ne siège pas à la Cour pénale internationale, mais aux États membres, de défendre la reconnaissance de l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale, d'en faire le 5e crime le plus grave contre les valeurs universelles et contre l'humanité. Et puis, il y a à peine un mois, en avril, mi-avril, le Parlement européen a aussi dit, mais en fait, on ne peut pas attendre qu'il y ait une reconnaissance de ce crime au niveau international, alors qu'on peut agir dès aujourd'hui sur notre territoire. Et donc, il faut que la Commission nous formule une proposition pour reconnaître l'écocide dans le droit européen. Et c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'on a effectivement eu la Convention citoyenne en France qui s'est saisie de ce sujet-là, qui l'a mis sur la table. Alors, on n'a pas le crime d'écocide dans le droit aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas la volonté de la majorité politique. Ils ont proposé une forme atténuée, mais même détournée de définition de ce qu'est l'écocide. Ils en ont fait un délit, mais par ailleurs avec une définition qui n'a rien à voir avec ce qu'on discute depuis 1970. Donc, circulaire, rien à voir. Ça ne sera peut-être pas dans le projet de loi à la fin, mais au-delà de ça, la Convention citoyenne a imposé
ce sujet dans le débat. Et aujourd'hui, il y a quand même une mention dans la loi climat, et j'espère que celle-ci ne disparaîtra pas, qui demande au gouvernement des comptes, puisque Emmanuel Macron a parlé d'écocide, puisqu'il s'est engagé à le défendre au niveau international et qu'on ne l'a toujours pas entendu. Eh bien, d'ici 1 an, il aura à rendre des comptes sur ce qu'il aura fait ou non pour défendre la reconnaissance du crime d'écocide dans la diplomatie mondiale. Et il n'y a pas que nous qui bougeons. Il n'y a pas que nous qui bougeons. Et en octobre dernier, j'ai lancé une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide. On est une bonne vingtaine représentant 16 pays du monde, bientôt plus. Et partout, il y a des initiatives. Il y a des initiatives au Brésil, où un projet de loi est en cours. On attend que Jair Bolsonaro soit chassé du pouvoir pour pouvoir faire avancer cette législation. Des projets sont aussi adoptés ou en cours d'adoption dans plusieurs États du Mexique. La Bolivie, le gouvernement bolivien travaille actuellement sur un projet de reconnaissance de l'écocide. La Belgique s'est saisie du sujet, discute de sa reconnaissance en interne dans le droit belge, mais a aussi déjà pris position officiellement pour défendre l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale, ce qu'avaient déjà fait les républiques des Vanuatu et des Maldives qui sont en train de disparaître. Et je passe, parce qu'il y en a trop, les syndicats suédois, les entreprises espagnoles. Voilà, il y a de plus en plus de monde qui se positionnent pour la reconnaissance de ces graves crimes contre le vivant, qui mettent en danger la sûreté de la planète. Et je crois que c'est une bataille qu'on partage. D'ailleurs, Vandana Shiva l'a portée depuis longtemps, et d'ailleurs bien avant moi. Et voilà, je vais vous dire un petit message d'espoir, mais on commence vraiment à gagner. On gagne du poids, je crois, dans la société civile grâce à l'action de tout le monde ici et vous. On gagne du poids dans les institutions, comme ça a été le cas au niveau européen. On gagne aussi du poids dans les tribunaux. La question, c'est celle de la vitesse, du temps qu'on a, dont parlaient Pablo et Camille. Mais cette bataille, on peut quand même peut-être l'emporter, même s'il y a malheureusement des espèces qui auront disparu et des vies humaines qu'on aura perdues. Mais je crois que voilà, on est aussi sur le bon chemin. Merci de nous avoir partagé ces avancées qui montrent à quel point, quand on parle d'engagement, c'est pas juste une profession de foi, mais c'est aller vers un objectif avec des résultats concrets. On a le temps pour 2 questions, je pense. Donc, si vous sentez que vous avez une question particulièrement, ok, une première. Et c'est qui là? Oui, c'est une question pour Marie Toussaint et Pablo Servigne. Et c'est une question pour ici et maintenant. On est sur un tiers-lieu. Je sais, donc un tiers-lieu qui est subventionné notamment par la BNP. À côté, il y a un lieu qui est squatté, qui s'appelle le Léo, qui vient en aide localement à des familles aussi bien, qui a fait un gros travail, qui va se faire expulser. Et un peu plus loin, il y a les jardins d'Aubervilliers, qui sont des jardins ouvriers, qui vont se faire expulser aussi par les Jeux Olympiques. Donc, est-ce qu'on fait du greenwashing ou est-ce comment vous allez faire par rapport à ça? Parce qu'il y a un grand élan, effectivement, capitaliste pour créer des lieux comme ici, tout en chassant des lieux comme à côté. Alors, du coup, je me permets, je vais commencer par répondre. Oui. C'est, je pense, pas parce qu'on est dans ce lieu-ci pour l'organisation d'un tel événement qu'on exclut tous les autres. Au contraire, sur le site de la Relève et la Peste, on a parlé du combat des jardiniers d'Aubervilliers et on a parlé du combat du Léo plusieurs fois. Et en fait, je pense que créer des divisions au sein d'un mouvement est pas forcément une solution pour aller ensemble vers les objectifs qu'on veut mener. Ensuite, je vais laisser Pablo et Marie répondre à votre question. Mais quand on parle de solidarité et de solidarité internationale et locale, on embrasse tous les lieux qui œuvrent dans le sens d'un bien commun et de commun en fait. Et donc la question est très intéressante parce que oui, ce sont des combats qu'il faut protéger et je pense que ça va être l'avis de Marie et Pablo si vous voulez dire un petit mot sur ces 2 lieux-là. Non, merci. Je connaissais pas du tout la situation, mais c'est bien de le mettre à jour et de profiter. Je sais pas, moi je connais pas ce lieu, hein, je suis jamais venu. J'habite dans le sud de la France, mais de profiter de ce lieu-là
pour s'organiser, pour aller défendre les autres. Mais on est là, on est nombreux, il y a des forces. Profitons-en, quoi. Mais je sais pas quoi dire d'autre. Marie? Ouais, moi je vais faire une réponse peut-être plus vaste. Oui, il y a une offensive capitaliste qu'on nomme souvent greenwashing pour reprendre en main nos mots. Et c'est intéressant parce que c'est la discussion qu'on avait entre nous juste avant de monter sur cette scène et de venir vous parler. Mais de dire effectivement, ce qui est terrible avec le capitalisme, c'est qu'il s'habitue à tout, il s'adapte à tout. Et donc quand il sent qu'il y a une poussée pour prendre en compte voilà la question écologique et notamment la question climatique, ils sautent dessus. Ils se goinfrent, ils viennent financer des événements divers et variés, ils viennent financer des tiers-lieux, ils nous racontent qu'ils font des bouteilles complètement recyclables alors qu'en fait elles le sont pas, qu'ils ont des solutions basées sur la nature alors qu'en fait ils sont en train de mettre sur le marché des bouts de biodiversité. D'ailleurs Camille, il faudra qu'on parle de ça. Mais voilà, oui, il y a cette offensive-là. Et je crois que la réponse est ce qu'on doit porter. Je sais que c'est ce qu'on porte. En tout cas, je connais quand même relativement bien les personnes sur cette table, mais ce qu'on porte ensemble, c'est l'écologie populaire, c'est la justice environnementale. Tel qu'imaginé, la justice environnementale, c'est des termes qu'il faut utiliser avec précaution quand même, parce que c'est des termes qui viennent du mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 70-80. C'est pas une écologie qui tombe d'en haut, ni par les capitalistes, ni d'ailleurs par les scientifiques, dont on peut discuter le rôle quand même, parce que les scientifiques, c'est aussi ceux qui ont inventé la technologie qui détruit tout. Voilà, c'est des citoyennes, des citoyens qui se positionnent dans le débat public. Bon, mais c'était des combats qui étaient portés par des gens comme au sein des jardins d'Aubervilliers, qui voulaient défendre à la fois leurs conditions de vie, lutter contre la discrimination environnementale à laquelle ils étaient soumises et soumis, et qui se sont saisis finalement de cette question environnementale pour réclamer justice et revendiquer le droit à la dignité, à l'égalité. Et c'est effectivement dans ce sens-là qu'on a envie d'aller, qu'on a envie de porter nos combats. Je crois qu'on l'a bien dit, et Clotilde, en décrivant les actions de Sol, l'a d'ailleurs montré. Le souci, c'est véritablement de travailler pour la justice, pour l'égalité, à partir des pratiques qui sont celles qui se rencontrent sur le terrain, non pas celles qui sont déployées par les multinationales qui ont plein d'argent et qui travaillent en même temps à faire semblant qu'ils sont verts et puis en même temps à faire des capsules pour aller vivre dans l'espace au cas où tout parte en quenouille sur la planète, mais qui partent bien de ce que vivent les populations. Donc je crois que là-dessus on est fondamentalement d'accord. Et évidemment, la bataille des jardins d'Aubervilliers face aux Jeux Olympiques, et les autres combats que vous avez menés sont les nôtres. Est-ce qu'il y a une question en rapport avec le sujet? C'était qui la personne que tu disais? Oui, au fond. Bonjour, je m'appelle Tony et j'ai un peu l'impression que c'est en rapport avec le sujet parce qu'on parle de convergence des luttes. On parlait tout à l'heure de Cuba qui a été forcé de faire sa transition écologique. Et je me demandais si nourrir la France à 70 millions de personnes, c'est un rêve atteignable ou s'il va falloir parler de démographie. On n'a pas entendu la fin de la question, va. Pardon. Et si il faudra parler à un moment de démographie. Pablo, tu veux répondre sur cette question? Ouais, on peut. En fait, la démographie, c'est quelque chose qui a un facteur qui bouge dans une temporalité beaucoup plus lente que la bouffe. Tu vois, si on commence à faire une politique de dénatalité ou que sais-je, peu importe, s'il y a un débat public, on arrive à s'accorder, etc. Ça inclut les migrations aussi, hein, donc c'est un gros débat hyper lourd et tabou, personne n'en parle. Imaginons on arrive à s'accorder, les effets seront vraiment dans longtemps. Et du coup, la marge de manœuvre qu'on a actuellement, c'est faire avec les gens qu'il y a, mais comme je disais tout à l'heure, gaspiller beaucoup moins et manger beaucoup moins. Enfin, je dirais même, c'est un peu fou, hein, mais je dirais même apprendre à jeûner aussi. Et c'est intéressant de pratiquer le jeûne, de s'entraîner au manque. Et pour
c'est une sorte d'expérimentation pour quand on arrive dans les chocs, on a moins peur et on sait gérer les choses, quoi. Enfin voilà, ça c'est ma vision. Tout à l'heure, j'étais assez négatif dans ce que j'ai dit, je m'en suis rendu compte. Voilà, il y a des jours comme ça, mais c'est pour bouger. Je parlais du toxico qui veut nous, qui en tant que toxico, qui voulons nous sevrer. Je pense qu'il y a un élan qui est la peur. C'est vraiment quelque chose qui nous fait bouger. La peur, c'est une énergie énorme qu'on doit transformer en mouvement. Et les enfants grandissent comme ça. Dès qu'ils ont peur, ils bougent. Ils ont besoin d'avoir peur pour bouger et se construire. Le problème, c'est qu'une fois qu'on vieillit, quand on vieillit, on se cristallise comme ça, on se crispe. Et dès qu'il y a de la peur, on n'arrive plus à bouger. Et c'est encore pire, ça paralyse. Bref. Et ça, c'est le premier élan. C'est nécessaire, c'est bien, les lanceurs d'alerte et tout. Mais on a besoin d'un horizon aussi. De voir que après le sevrage, ça ira mieux. Après, il y aura de la régénération. Et voilà. Donc, en gros, la collapso, c'est la moitié du récit. Et l'autre moitié reste à créer, reste à émerger. Et il est en train d'émerger dans des festivals, des événements comme ça, depuis 20 ans avec Sol. Il y a tous les pays. Il y a énormément de solutions et de marge de manœuvre partout. Et du coup, en France, on va vraiment galérer. Ouais, ça c'est pour répondre à la question. Mais ça fait peur. Moi, j'ai peur. Du coup, c'est mon élan pour essayer de m'organiser et de construire quelque chose. La démographie, c'est compliqué parce que tu vas crisper tout le monde dans les débats et les marges de manœuvre sont pas si simples. Voilà, c'était ma réponse, peut-être un peu bancale, mais. Je voulais parler parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand même celui de la rapacité, de la surproduction et de la surproduction notamment de biens dont on n'a pas besoin. Voilà, et en particulier sur l'alimentation. Alors, on peut avoir des études qui sont conflictuelles les unes avec les autres, mais enfin, il y a quand même des études qui disent qu'à travers l'écologie, l'agroécologie, on peut nourrir toute la planète, voire plus d'habitants qu'il n'y a aujourd'hui sur la planète. Donc ça dépend évidemment de ce qu'on choisit comme activité, comme voilà, est-ce qu'on préfère que tout le monde ait à manger ou est-ce qu'on préfère que tout le monde ait 10 téléphones portables. Voilà, ça c'est des choix qu'on doit faire. Mais dans la réalité, cet argument de la démographie, moi j'ai vraiment du mal avec cet argument de la démographie. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui en France, on est dans une stagnation démographique. D'ailleurs, il y a certaines personnalités politiques qui disent faut qu'on fasse à nouveau appel à l'immigration pour venir nous aider parce que vraiment ça va être cata. On a des pays, notamment en Europe de l'Est, qui perdent des habitants avec tous les jeunes qui s'en vont. Il y a un véritable exode de la jeunesse et des pays qui vraiment chutent en matière démographique. Et en fait, les pays dont on parle pour dire attention, ils vont nous mettre tous en danger, ça va être affreux, c'est souvent les pays du Sud et notamment l'Afrique. Et c'est vraiment cet imaginaire-là qui est colporté. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, d'abord, chaque peuple et chaque personne autour de la planète a la même dignité et le droit d'avoir des enfants ou non, s'il et elle le souhaite. Il y a encore de la marge. Et par ailleurs, l'empreinte écologique de l'Afrique est quand même tellement en deçà de la nôtre que nous, dans les pays où la démographie stagne, veillons d'abord à réduire cette empreinte-là, à revenir au respect des limites planétaires, à le faire dans la justice et la solidarité à travers la planète. Et puis peut-être qu'après, on pourra se poser sensément la question de la démographie, mais on le fera quand on sera à un niveau autour de la planète qui sera un niveau d'égalité et pas un niveau d'inégalité profonde où entre une personne et une autre, il y a tant d'écart dans l'empreinte qu'on a par rapport à la planète. Et d'ailleurs, Et d'ailleurs, j'en profite, Marie, puisque tu parles d'inégalité. Du coup, on a quand même parlé beaucoup de la question de la vulnérabilité des pays du Sud face au changement climatique. J'avais envie quand même de souligner que les inégalités sociales face au changement climatique, elle est aussi extrêmement présente en France. On a beaucoup parlé de la question des paysans français extrêmement hier, mais du coup, j'avais envie de vous donner une petite référence d'un rapport juge génialissime qui est sorti par l'association Notre Affaire à tous, que j'ai effectivement l'honneur de présider. Et donc ça s'appelle Un climat d'inégalité, les impacts inégaux du dérèglement climatique en France. C'est à retrouver sur leur site internet. Et je vous invite vraiment à le lire parce que justement ça explique, au-delà de la question paysanne, comment les changements climatiques génèrent des inégalités sociales en France et ailleurs. Très bien.
Donc, on va maintenant conclure cette table ronde. Je vais la conclure. Clotilde procédera à des remerciements. Et ensuite, on a le groupe Le Caribou Volant qui est là pour nous faire profiter de leur savoir musical. On a parlé des conséquences de l'agriculture industrielle. Marie a notamment évoqué ce qui se passe en ce moment en forêt amazonienne qui, ça y est proche de son point de bascule. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il y a une étude, une méta-analyse en fait, qui est sortie il y a peu, qui montrait que ces 10 dernières années, la forêt amazonienne, elle a émis plus de carbone qu'elle n'en a stocké, tellement en fait on l'a déforestée, ce qui en fait qu'on est en train d'atteindre un autre point de non-retour de la forêt amazonienne, qui est qu'elle ne va plus pouvoir être en capacité de produire sa propre pluie grâce à l'évapotranspiration. Là, maintenant, en 2021. Donc quand on parle d'urgence, c'est pas demain, c'est pas dans 5 ans, c'est aujourd'hui. Et je pense que c'est important de se le redire avec fermeté et même si ces informations peuvent paraître anxiogènes, de ne pas nier la réalité. Et maintenant, quand on a posé tous ces constats qui sont très difficiles, on se dit bon ok, mais très bien, c'est énorme, comment on fait pour ne pas déprimer? Moi, je suis journaliste écolo. Donc clairement, des fois, il y a des jours, j'ai l'impression que je fais un décompte du moment où vraiment ça va vraiment péter. Et le Covid était quand même un bon facteur d'alerte sur la faculté de la société occidentale à provoquer des pandémies et des problèmes, en plus de la crise climatique et de l'érosion de la biodiversité. Et on a parlé aujourd'hui de la protection et de la régénération du vivant, de l'importance de le faire. Je me permets un petit placement de l'ouvrage Vivant de la relève et la place, parce que Pablo Servigne a écrit dedans, que Vandana Shiva a écrit dedans, que Lamia Essemlali a écrit dedans, et que ce sont de nombreux auteurs, Valérie Cabanès aussi, qui luttent en fait pour régénérer les écosystèmes. Et moi personnellement, avec les informations anxiogènes que je dois traiter au quotidien, ce qui me fait vraiment tenir le coup et ce qui me donne foi en l'avenir, c'est les paysans. Vraiment, c'est les paysans, parce que tous les paysans que j'ai rencontrés depuis que je fais ce métier-là sont des femmes et des hommes qui sont tout simplement incroyables, qui mettent les mains dans la terre, qui essayent de comprendre leur écosystème, de savoir comment il marche, de savoir comment ils peuvent en prendre soin, de le régénérer. Paysans vraiment au sens littéral du terme, attaché au paysage, attaché à son territoire. Et en fait, on est souvent dans cette société de l'évasion, de l'ailleurs. Mais si on veut construire quelque chose de beau, c'est d'abord chez soi qu'il faut commencer à le faire. C'est cette petite graine qu'on plante chez soi. Alors ça paraît très bucolique, je le sais, mais aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement. On a parlé d'un changement de paradigme, de changer des imaginaires. Et en fait, c'est ça. C'est arrêter de se considérer comme étant décorrélé de son environnement. C'est souvent ce rapport de force entre la nature et la culture dont on parle beaucoup maintenant dans les milieux militants. Et de se dire que notre culture, c'est d'être un élément de la nature et d'être une partie, un atome intégrante de cette nature. Et tous ces paysans qui font de l'agroécologie paysanne dans le monde entier, qui travaillent avec Sol, mais aussi avec une multitude d'autres associations, d'organismes. Et les luttes, effectivement, elles ont différentes formes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'en oublie aucune, en fait, jamais dans ce mouvement, et qu'on ne les divise pas. Parce que les enjeux en cours, ils demandent qu'on soit solidaire. C'est une association de solidarité internationale et locale. Et c'est pas juste des mots, c'est des liens, c'est des réseaux, c'est des échanges, c'est de la solidarité, c'est de l'envoi de semences, c'est mettre à disposition gratuitement du savoir, des bonnes pratiques. Et c'est des gens qui font ça en plus de tout le travail qu'ils ont à accomplir pour régénérer leur territoire. Et je trouve que c'est un exemple d'admiration. Pour moi, c'est des gens qui ont toute mon admiration, et sont des êtres courageux et qui sont déjà résilients tous les jours au quotidien. Pablo dépeignait un avenir un petit peu noir de ce qui nous attend prochainement, mais je pense que là, ça y est, vous êtes tous masqués dans la salle. Je pense on le vit, on est en train de le vivre. Quand tous les scientifiques s'accordent à dire que la décennie 2020-2030, elle est cruciale pour enrayer la catastrophe en cours, je pense qu'il faut vraiment qu'on se le dise au quotidien, même si c'est pas toujours évident, et qu'on s'engage dans des luttes, dans des mouvements, et qu'on remette les mains dans la terre pour ceux qui ont envie de le faire et qui veulent le faire. On parle d'agriculture, mais l'agriculture vivrière, donc c'est-à-dire faire pousser des choses chez soi, c'est déjà un premier bon pas, et c'est essentiel
pour comprendre comment fonctionnent les cycles biologiques du vivant. Et sur ces mots, je vais laisser Clotilde mener les remerciements de ces fabuleux événements. Merci Laurie. Je voudrais remercier tous nos partenaires financiers qui nous suivent depuis plus de 10 ans. C'est grâce à eux aussi qu'on peut être là aujourd'hui. Je pense particulièrement à la Fondation Raja Daniel Marcovici, au groupe EcoCert, à la Fondation Equibio, à la Fondation Léa Nature et à la Fondation France Liberté. Je pense aussi évidemment au lieu, à la Cité Fertile, et un grand merci de nous avoir accueillis pour ces 2 jours de festival. Et moi, j'ai envie de faire un gros big up aux équipes techniques qui ont travaillé d'arrache-pied depuis 2 jours. Là, ils sont juste là. Mais aussi à mon équipe et à tous les bénévoles qui bossent depuis des jours et des jours sur ce festival. Organiser un festival dans un contexte sanitaire compliqué, c'était pas facile. Donc franchement, chapeau. Bravo, on l'a fait. Et puis, j'ai une pensée quand même particulière ce soir pour les cofondateurs de l'association. Il y en a un parmi dans la salle, c'est mon père, sans qui je ne serais pas là. Et donc, j'avais envie de lui rendre honneur ce soir. Si tu as envie de monter sur scène, tu es le bienvenu. Voilà, merci. Et maintenant, place au concert. Faisons la fête.